on est rendu à la séance numéro 9. On va parler des conflits. Et évidemment, il n'y a personne qui aime les conflits, mais il faut quand même admettre que la vie fait qu'on rencontre des conflits à l'intérieur de notre parcours. Alors, on a vu un certain nombre de choses quand même. Et quand l'autre a des problèmes, on parle d'écoute. Quand il n'y a pas de problème, on parle de message, enjeu, d'appréciation, de révélation, de prévention, réaction. Quand moi j'ai un problème, message de confrontation. Et quand il y a une réaction émotive, bien, voici comment on pourra gérer ça un petit peu. Je me suis posé la question, qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous vivez en ce qui concerne la réaction émotive? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Quelles sont vos découvertes face à cette situation? Je trouve intéressant l'histoire du reflet. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand c'est une confrontation, c'est sûr que ça déclenche une émotion, là. Mais pour que l'émotion soit alimentée, il faut que de l'autre côté aussi, il y ait comme une autre explosion. Puis c'est ça qui fait que ça grimpe des fois. Mais si je reste calme, je fais juste refléter, l'autre, c'est comme si son feu diminue, il n'y a plus rien pour l'alimenter. Oui. Je Bon. cesse de l'alimenter, mais aussi je suis entendu. Ouais. Donc, j'ai besoin de mettre moins d'énergie à me faire entendre puisque je suis déjà entendu. Alors, je dois moins investir. Ouais. La raison que je me mets en colère, c'est que je me sens impuissant d'être entendu. Alors, plus je me sens impuissant, plus je saute les plombs. Mais si je suis entendu, j'ai beaucoup moins besoin de mettre l'énergie pour ça. Là. Je suis entendu. Exactement. Une très bonne observation. Un autre. C'est tellement facile de trouver les solutions. Oh! Et de T'entends. ne pas refléter. Et oui. On a le réflexe rapide. C'est comme si en réglant le problème de l'autre, ça va régler notre problème. Oui. Soyons honnêtes, n'importe quelle solution que quelqu'un me donne pour ma vie est rarement acceptable. Hein? C'est le même. Même si c'est celle que tu vas prendre après. Même si ça va être elle que je vais prendre après, peut-être. C'est vraiment fascinant la créativité qu'on peut avoir au niveau des solutions quand on s'investit. C'est assez fascinant. Tout comme le groupe témoin, partagez vos découvertes et vos expériences personnelles reliées à votre apprentissage. Alors, nous allons dans les conflits et nous allons nous donner une définition de conflit. Pour cette formation, nous dirons que le conflit surgit quand une ou des personnes refusent de modifier le comportement alors que les besoins ne sont pas rencontrés. Une ou les personnes refusent de modifier leur comportement alors que les besoins ne sont pas rencontrés. L'enjeu, évidemment, c'est le besoin. Mais je ne veux pas modifier mon comportement en vue de rencontrer le besoin de l'autre. OK? Donc, il y a un conflit, je suis dans l'impasse. Donc, on pourrait aussi avoir comme réflexe, on pourrait développer le réflexe que quand un conflit arrive, de dire c'est quoi le besoin. À partir du moment où on va commencer à nommer le besoin, on va déjà désamorcer le conflit. On peut-tu nommer le besoin, puisqu'il s'agit de satisfaire le besoin. Peut-être que vous connaissez la pyramide de Maslow, n'est-ce pas? Les 5 niveaux, les 5 besoins fondamentaux. Sécurité, ensuite la nourriture, ensuite les contacts sociaux, ensuite l'estime de soi, la réalisation. Dans notre société, on est à peu près au 3e. Là, généralement, on a des difficultés avec les contacts sociaux. Il y a beaucoup d'insatisfaction au niveau des relations sociales. On veut nous faire croire qu'on est des gens à haut potentiel qui se réalisent pleinement, puis que l'arrivée ultime, tu es arrivé au pic de la pyramide. Mais
la réalité, c'est qu'en général, on a tous des besoins sociaux, des besoins d'affection. Nous, les gens ils parlent de leur douleur de ne pas avoir été aimés, leur douleur de parents, des enfants. C'est de ça qu'ils parlent. On est au troisième niveau, là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui se pose la question « qu'est-ce que je vais manger demain? » En général. OK. Donc, on s'élève dans les besoins. Alors, évidemment, quand il y a un conflit, c'est parce qu'il y a un besoin qui a besoin d'être satisfait. Vous voyez le conflit de base, la survie en Haïti. Pourquoi on se bat pour une bouteille d'eau? OK? On a un conflit, mais c'est pourquoi? C'est quoi le conflit? C'est un besoin. J'ai soif, je dois manger, je vais mourir. C'est tout. Bon, c'est tout, on s'entend, là. Mais, donc, les conflits sont inévitables. On va les vivre, il va en avoir tout le temps. Malheureusement, notre expérience, c'est qu'ils sont souvent nocifs. On les vit, mais ça fait des dégâts. Il y a des gens qui ne se parlent plus depuis des années. Il y a des familles, au temps des fêtes, c'est absolument épouvantable. Les conflits peuvent être nocifs. Ils peuvent faire énormément de dégâts. Et ils peuvent souvent être reliés avec le fait qu'on n'a pas utilisé les bonnes approches. Tout simplement une question de méthodologie. C'est fascinant comment on est tous pareils. Ça n'a pas de bon sens. Et il s'agit d'être dans une situation où chacun de nous, on se livre et qu'on s'expose, puis on est nous-mêmes pour découvrir on est tous pareils. Là. Ça n'a pas de bon sens. On est vraiment tous pareils. C'est comme ça. On est des êtres humains. Alors, si j'ai réussi à bien les gérer, alors on gagne en profondeur parce que nous collaborons mutuellement à rencontrer nos besoins. Tout à coup, tu deviens mon allié. Pour des années, ma femme était mon ennemie. OK? C'est elle qui m'empêchait d'être heureux. C'est de sa faute. Si elle n'était pas de même, je serais correct. C'est de même. Et pendant des années, c'était mon ennemi. Jusqu'au jour où, au fur et à mesure qu'on a gagné des méthodes, j'ai découvert que c'était ma meilleure alliée. Et c'était elle qui me permettait d'aller plus loin. Et c'est elle qui me faisait vivre toutes ces émotions-là. Alors, ça me permettait de les explorer quand j'étais avec elle. Alors, elle est devenue mon alliée, et puis ça nous a permis d'aller plus loin. C'est pas parfait. Mais on s'en va vers. Un jour dans le ciel. Alors, mais... Est-ce que parfait ton discours? Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé une bonne manière de le dire, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'arrive à une bonne manière de le vivre. Alors, évidemment, dans les conflits, ça va être de toujours être conscient de mes limites et des limites de l'autre. Et de toujours, de toujours les nommer. Maintenant, avant d'entrer dans les conflits eux-mêmes, on pourra se poser la question, y a-t-il une manière d'en prévenir les conflits? Il n'y en a pas obligé de les susciter nécessairement, on peut les prévenir. Nous sommes des êtres qui sont influencés dans leur vie par un grand nombre de choses et l'environnement fait partie de ces choses-là. Je me souviens d'avoir accompagné un couple et le gars étouffait. Il dit « j'étouffe dans la maison, j'étouffe ». On s'est mis à examiner la question et lui-même il cherchait pourquoi il étouffait. Pourquoi j'étouffe? J'aime ma femme, j'aime mes enfants, c'est quoi l'affaire? Je rentre dans la maison et j'étouffe. Et en creuser, on s'est rendu compte que il s'est construit un bureau avec un mur de séparation d'à peu près 3 pieds. C'était pas une grosse affaire, c'était dans le coin de sa chambre. Il s'est mis son bureau, un mur de séparation, OK? Et tout à coup, ça tombait sur un univers à lui. Et il y avait une place pour aller, il y avait sa caverne. Tu vois? Les hommes, d'habitude, on va d'un garage ou d'un cabanon, là. Mais là, lui, il n'a pas. Il est au deuxième. Bon. Alors, il a juste modifié son environnement. Ça a comme résolu son problème. Il a juste... mais il y avait déjà son bureau. Alors, c'est assez intéressant. Le bureau était là. Mais
il a mis une séparation de 3 pieds. C'était pas gros, la chambre était là, tout. Et il y a eu une autre entente aussi. Sur mon bureau, il n'y a personne qui va. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui allait jouer sur son ordinateur et il se sentait envahi. Il n'y avait pas comme une place à lui. Il a modifié son environnement, il a réglé son problème. Alors, et évidemment, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que sa femme dit? Il ne veut jamais être avec nous, il est toujours en train de se pousser. Il y avait toujours des plaintes. Pourquoi? Parce que lui, il étouffe. Alors, il essaie de trouver une manière pour respirer, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on a un problème de couple, puis on pouvait le résoudre avec un changement de l'environnement. C'est pas rare que les parents ils ont des problèmes avec leurs enfants et c'est lié avec l'environnement. Ça, souvent, c'est à l'adolescence. Oui, exactement. À l'adolescence. Moi, j'ai 2 filles très différentes. Il y en a une qui est une super disciplinée, toute rangée, tout est carré, tout bon. L'autre, il y a un certain style. De la créativité. Il y a beaucoup de créativité, oui. Et, s'il vous plaît, ne discutez pas les goûts d'un artiste. OK. Alors, pour régler son affaire, il a fallu, évidemment, ma femme, elle aussi, est comme ça. Alors, ça faisait beaucoup de difficultés dans la maison avec cette question-là. On a résolu la question en y achetant des bacs, des boîtes en plastique de 2 pieds. Et elle pouvait mettre ces choses d'une manière créative dans les bacs et sa mère pouvait les empiler d'une manière sélective. On n'a jamais compris comment elle arrive à trouver le linge qu'elle a besoin pour le matin, mais bon, ça marche. Son système marche. Bon. La gestion de piles. Gestion de piles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, nous avions un problème qui était relié directement avec l'environnement. Il y a des gens qui sont handicapés. Ça veut dire qu'il faut que je change l'environnement. Alors, la question que je vais vous poser, c'est dans votre environnement et dans la situation que vous êtes en train de vivre, dans l'exercice modifier mon environnement, il y a des choses qui devraient être améliorées, changées, enlevées, ajoutées, travaillées, modifiées. Alors, je vais vous donner quelques minutes et vous allez vous poser la question dans ce que vous vivez et peut-être même dans les objectifs que vous avez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié avec l'environnement? Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. Alors, j'aimerais ça, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui spontanément est venu à votre esprit quand on a parlé d'environnement. Moi, j'ai peut-être, concernant mon bureau, moi, j'ai mon bureau proche du salon, puis de la cuisine, puis il y a un petit coin, là, tu sais. OK. Puis je pense que peut-être ça serait une chose à voir, à reviser, de le mettre ailleurs pour avoir tranquillité, puis laisser les papiers traîner, puis que personne ne touche. C'est ça. Parce que j'ai souvent de la visite chez nous. Oui, c'est ça. Et là, ça te stresse parce que j'ai mes papiers, je ramasse tout ça, puis là, je suis obligé de retrouver où est-ce que je t'ai rendu. L'environnement. OK. C'est à votre tour maintenant de partager mutuellement les réponses que vous avez écrites dans cet exercice. Maintenant, oui, on veut tenter de résoudre des conflits, mais quelquefois, on veut résoudre des conflits, puis on résout des conflits qui ne sont pas nécessairement d'une manière appropriée. Il y a 3 manières habituelles qu'on peut observer que les gens résolvent des conflits. La première, c'est la méthode avec le pouvoir. La deuxième, c'est la méthode permissive ou la fuite.
Et enfin, la troisième qu'on va privilégier, la méthode gagnant-gagnant. Nous allons regarder les deux premières méthodes, la méthode autoritaire, la méthode permissive, juste question d'être familier et peut-être reconnaître notre tendance naturelle à résoudre nos conflits, si c'est celle-là. Et ensuite, on va regarder les deux autres. La méthode autoritaire, elle présuppose que elle s'utilise beaucoup quand j'ai beaucoup de pouvoir. J'ai du pouvoir, donc je mène mon affaire. Donc, j'impose ma solution à l'autre, je dis à l'autre mes solutions et je demande à l'autre de se conformer à ce que je demande. Le pouvoir impose l'autre et ne tient pas compte nécessairement du besoin de l'autre. Deux méthodes très, très privilégiées des parents dans le système des pouvoirs, c'est les récompenses et les punitions. Dans les deux cas, c'est une méthode autoritaire. De récompenser quelqu'un ou de punir quelqu'un, c'est utiliser le pouvoir. Et dans les deux cas, nous ne construisons pas l'autodiscipline. Pourquoi tu respectes la limite de vitesse? Parce que tu as peur de la police ou parce que tu veux assurer la sécurité de tout le monde? OK? Et il y en a une que c'est la motivation extérieure. Hein? J'ai peur de la police, j'ai peur d'un pouvoir externe qui pourrait m'imposer quelque chose. L'autre est une motivation intérieure. J'ai fait des choix personnels. OK? Les récompenses, le pouvoir des récompenses, ça nourrit la motivation extérieure. C'est-à-dire que tant qu'à l'extérieur, il y a quelque chose pour influencer ma vie, je la considère. Donc, quelqu'un peut me récompenser. Si j'ai une bonne récompense, je vais faire des choses. Si je n'ai pas une bonne récompense, je ne vais pas faire des choses. Autrement dit, c'est ma capacité de rencontrer mes besoins qui va faire que ça va être vraiment motivant et l'équipement de rencontrer mes besoins. Si, à l'extérieur, on m'oblige à faire des choses, ça ne dit rien de moi, vraiment. C'est à l'extérieur. La relation, elle est conditionnelle. On demeure dans une acceptation conditionnelle. Si tu ne le fais pas, tu es puni. Si tu le fais, tu es récompensé. Acceptation conditionnelle. Et nous sommes en train de saboter le processus d'autodiscipline qu'on veut inculquer à la personne. Alors, de dire à une personne, « Hey, fais ça, là, tu vas avoir ça », il y a quelque chose de malsain dans l'affaire. Comme un chantage. C'est un genre de chantage, de manipulation, etc. Il y a différentes réactions qu'on peut avoir face à l'autorité. Une personne autoritaire, une personne là, qui dit « Hey, tu étais en présence de quelqu'un qui a du pouvoir, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu t'es-tu battu? Tu l'as-tu mis en colère après lui? As-tu fui? » OK? Je dirais, il y a un certain nombre de personnes qui ont décidé de monter aux barricades. Quand ils arrivent face à une autorité, on monte aux barricades et je vais te le montrer, toi. Il y en a d'autres que on fuit, tout le monde s'enfuit. Ou il y en a d'autres qui vont se résigner. On va endurer ça, puis on va vivre en victime. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est fait. Okay? Et on va vivre 3 réactions possibles. Résignation, attaque ou fuite. Donc, la deuxième méthode, qui est aussi une méthode malsaine, c'est la méthode permissive. C'est-à-dire que je laisse aller les choses et je marche sur mes propres besoins et puis je concède tout ce que l'autre veut. Les parents, très, très autoritaires, changent de méthode rendue vers 14-15 ans. OK? Parce que là, ça a très bien fonctionné jusqu'à 14-15 ans. J'avais du pouvoir. Mon petit gars, tu vas rentrer à la maison. Rendu à 15 ans, ils n'ont plus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de reconnaître
que son enfant ne reconnaît pas le pouvoir parce que toi, tu as abusé de ton pouvoir, ils vont dire les enfants d'aujourd'hui, ils ne veulent rien savoir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec eux autres? Il n'y a plus rien à faire. Et ils démissionnent. Alors, c'est vraiment fascinant. Quand je donne la formation pour les parents, qui j'ai dans la classe? J'ai les parents dont les enfants sont à la maternelle puis en première année. Parce que là, ils veulent avoir les outils pour bien faire les choses. Ils ont une bonne volonté. Ils ont ce premier enfant ou deuxième enfant. Il y a le groupe que c'est les enfants ont des déficits d'attention, des difficultés d'apprentissage, etc. Là, je les ai là. OK? Et j'ai pas de parents d'enfants au secondaire, excepté quelques enfants dont les enfants sont fugueurs ou qui sont en train de consommer de la drogue. Les parents ont démissionné. Alors, qu'est-ce qui se passe? À 0 ans, mon enfant naît. OK? Il est totalement dépendant et j'ai le total contrôle. C'est moi qui le prends, c'est moi qui le mets dans le beurre, c'est moi qui change sa couche, c'est moi qui le prends, qui le met là. J'ai le contrôle total sur l'enfant. OK? À l'âge de 2 ans, j'ai un petit peu moins de contrôle parce qu'il va à des places que je n'aurais pas voulu qu'il aille. 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, on voit le topo. De 0 à 20 ans, qu'est-ce que l'enfant va faire de 0 à 20 ans? Il va prendre de l'autonomie. Si moi, pendant qu'il prend l'autonomie, je ne cède pas du contrôle, il va arriver à une place où l'enfant, il va dire « moi, j'étouffe ». Parce qu'il y a trop de contrôle par rapport à l'autonomie que je veux. Et le parent ne veut pas donner de l'autonomie parce qu'il est inquiète de ce qu'il va faire avec l'autonomie que je te donne. OK? Si je te donne l'autonomie, tu vas faire quoi avec? Si je te donne la permission de gérer ton temps, tu vas rentrer à quelle heure ce soir? Tu vois le point? Les spécialistes sont d'accord à dire, en général, que les parents sont en retard sur les enfants d'environ 3 ans. Peut-être c'est plus que ça. Maintenant, je ne sais pas. Si je veux garder le contrôle et puis que mon enfant veut l'autonomie, à un moment donné, on vient en conflit. OK? Il faut que je lui donne l'autonomie. Les enfants qui fuguent, là, c'est uniquement parce qu'ils étouffent. C'est juste ça. Il y a trop de contrôle dans la maison. Laisse-les respirer. Ils veulent s'en aller juste parce qu'ils vont mourir. C'est tout. Alors, nous, comme parents, il faut faire le deuil d'avoir tout le contrôle sur notre enfant, des protéger, des minucher. Non. Il faut qu'ils volent les propres ailes à un moment donné. Il y a des parents qui sont permissifs dès le départ, mais il y a plusieurs raisons pour ça. Et en généralement, c'est relié avec les peurs. J'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur de ne pas être un bon parent. J'ai peur d'enseigner la violence à mon enfant. J'ai peur de perdre l'affection de mon enfant. J'ai peur d'être jugé par ma mère ou mon père, que je suis trop sévère. Toutes sortes de peurs semblables qui me paralysent et qui m'empêchent de jouer le rôle que j'ai à jouer. Et donc, je laisse et je donne des permissions, et j'écrase et j'abandonne mes propres besoins dans cette situation-là. Donc, vous avez un exercice, reconnaître les effets de ces méthodes. Et vous avez 2 méthodes, la méthode permissive, comment je me suis laissé imposer la solution de l'autre, et vous avez la méthode autoritaire, comment j'ai imposé ma solution à l'autre, et vous avez différents volets. Vous pouvez tenter d'en compléter quelques-uns. Alors, pensez à une situation où vous avez été permissif ou à une situation où on vous a imposé une solution et racontez ce que vous avez vécu. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué.
Quelqu'un aimerait ça nous partager? Vas-y, Brigitte. Peut-être le mentionner. C'était quand j'étais jeune, mettons, adolescente, là, je fréquentais Denis à ce moment-là. Puis là, un dimanche matin, j'arrive à mon père, puis on allait tous à la messe ce dimanche-là, les dimanches. Puis là, mon père, à un moment donné, moi, on se préparait pour une sortie. Puis là, mon père, il dit non, tu peux pas sortir parce que faut aller à la messe, hein. Fait que là, moi, je lui dis non, je veux pas y aller parce que, bon, mes frères plus jeunes, ils vont pas. Fait que là, mon père me dit, à ce moment-là, les gars, c'est pas pareil. Oui. Tu vas aller à la messe, tu sais. Mais moi, parce que là, j'étais frustrée, j'étais choquée là, de cette réponse-là. Oui. C'était horrible, là, tu sais. Oui. Mais par contre, je me suis dit, pour ne pas faire de chicane, je vais y aller. Tu sais, Oui. je vais faire comme là. J'ai comme abdiqué, j'ai comme me suis résignée. Oui, tu t'es résignée. Pour ne pas faire de chicane. Oui. Mais c'est ça. Tu t'es laissé imposer. Est encore là. Ah oui, tu nous en parles aujourd'hui. Encore dans les effets. 30 ans plus tard. C'est sûr que ça n'a pas d'effet. Mais je me souviens de ça et de cette réponse-là. Oui. C'était... Oui, oui, exactement, exactement. C'était incroyable. Autant les mots guérissent, autant les mots tuent. Les enfants vont être Et voilà. Les mots sont forts. Les mots sont puissants, extrêmement puissants. Tout comme le groupe témoin, c'est à votre tour maintenant de faire un tour de table et de compléter l'exercice. Alors, la troisième méthode qu'on va regarder un peu, beaucoup plus, on va creuser davantage parce que c'est les deux méthodes qu'on ne veut pas faire, n'est-ce pas? On s'en occupera pas beaucoup. Mais la méthode gagnant-gagnant demande qu'on soit en train de rencontrer les besoins de l'un et de l'autre. Autrement dit, on a un conflit, mais toutes les deux, on va collaborer pour trouver un chemin de solution. Avant d'aborder la question des méthodes gagnant-gagnant, il faut savoir que de cette méthode gagnant-gagnant-là, le chemin est différent dépendamment du genre de conflit. Il y a deux familles de conflits et dans les deux cas, puisque c'est deux familles de conflits, elles ne se résolvent pas de la même manière. Alors, à cause de ça, je dois, avant même d'entrer dans le conflit, je dois moi-même me poser la question quel genre de conflit je suis en train de vivre. Les deux conflits sont les suivants. Les conflits de besoin ou les conflits de valeur. Est-ce que je suis dans un conflit de besoin ou est-ce que je suis dans un conflit de valeur? Et ces deux types de conflits-là ne se traitent pas de la même manière. Un conflit de besoin, je sais que je suis dans un conflit de besoin quand il y a un effet dans ma vie. Je sais que je suis dans un conflit de valeur quand il n'y a pas d'effet dans ma vie. OK? Ça va être un peu la façon de... Il y a beaucoup de petites nuances, là, mais pour généraliser, là, ça va être de même. Donc, s'il y a un effet dans ma vie, un conflit de besoin, ma scie traîne dehors, elle peut rouiller, il y a un effet. OK? Mon fils n'aime pas scier, n'aime pas la menuiserie. Ça me dérange, mais c'est ma valeur. J'aimerais ça que mon fils aime la menuiserie comme moi je l'aime. Mais ça n'a pas d'effet. OK? Alors, ça me dérange, mais c'est tout. À partir de vos objectifs, vous allez écrire votre objectif ou vous allez décrire le comportement inacceptable dans lequel votre objectif est écrit. Vous allez poser la question, est-ce qu'il y a un effet dedans ou non? Et vous allez identifier si votre objectif est relié avec un conflit de besoin ou un conflit de valeur. Vous voyez le point?
Alors, tu as ton objectif. Ton objectif peut être... La raison pourquoi j'ai écrit mon objectif, parce qu'il y a quelque chose que je trouve inacceptable que je veux changer. Donc, c'est moi qui ai un problème. OK? Et dans ce que je veux changer, est-ce que c'est lié avec une valeur? Est-ce que ça a un effet ou ça n'a pas d'effet? Est-ce que c'est lié avec une valeur, ça? J'aimerais que mon enfant soit plus respectueux. Ça, c'est une valeur. On tombe dans les valeurs. Tu vois? J'aimerais que mon enfant ramasse sa chambre à tous les jours. Ça, C'est un besoin. Tu vois? Il y a un effet, il n'y en a pas d'effet. Alors, vous allez, avec votre feuille, voir si vous pouvez distinguer les conflits que vous êtes en train de vivre. Sont-ils dans les valeurs ou dans les besoins? Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps que vous êtes alloué. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager? Est-ce que vous avez fait une découverte et vous pensez que c'est une valeur, mais finalement c'est un besoin, ou c'est un besoin, puis finalement c'est une valeur? Moi, j'en ai un, mais j'ai marqué que c'est un besoin, mais je suis pas sûr. Parce que c'est pas tangible, c'est dans les émotions. Si c'est un conflit avec quelqu'un, puis la personne, elle a la lenteur, puis le lendemain, il n'y a plus rien. Elle fait comme si... Il n'y a rien qui s'est passé. Oui. Tu sais, je t'ai foncé dans ton char, puis on a eu une grosse chicane, puis le lendemain, on est des amis. Là, Oui. Alors, c'est quoi l'effet? Ben, en tout cas, moi, je me sens blessé dans ça. Je me sens comme mis de côté. Alors, on est dans les besoins. C'est ça, OK. OK. Parce que il y a un effet dans ma vie, je me sens blessé. Alors, si je traite mon besoin d'être reconnu et mon besoin de traiter la difficulté, le conflit, après ça, je vais être correct, j'aurai plus d'effet. Moi, je vais en dire un ici. Là. Moi, j'ai marqué dans mes objectifs capacité de nommer les choses, d'avoir les bons mots pour aider les autres. Fait que ça, c'est une valeur. Si je dis je veux développer cette capacité-là, ça veut dire que je veux mettre en valeur, je veux cultiver cette valeur-là. Donc, mon besoin pour cultiver cette valeur-là, ça va être de trouver des habiletés. Alors là, le besoin, ça va être de me donner des outils. Parce qu'un effet concret, c'est que je veux bien cultiver cette valeur-là, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, l'effet concret, c'est que je me sens diminué. Là. C'est à votre tour maintenant de partager mutuellement les réponses que vous avez écrites dans cet exercice. Alors, vous avez, dans vos objectifs personnels, c'est la raison pourquoi vous avez 2 autres colonnes. Il y a une colonne, c'est écrit zone de conflit, est-ce que c'est moi ou l'autre? Et dans l'autre colonne, c'est type de conflit, est-ce que c'est un conflit de besoin ou de valeur dans vos objectifs? OK? Alors, ça, c'est le point. Et évidemment, il y a l'autre colonne qu'on pourra reviser plus tard. Voilà. Nous allons visiter les 2 types de conflits. Mais puisqu'on ne peut pas les faire ensemble, on va les faire séparément. Donc, présentement, à partir de maintenant, nous allons parler des conflits de besoins. Et la session prochaine, on va parler des conflits de valeurs. OK? Là, maintenant, à partir de maintenant, là, on commence à se donner des outils pour les conflits de besoins. Ça va? Dans les conflits de besoins, il y a un élément à considérer qui est vraiment important et pour lequel il y a beaucoup de confusion. C'est qu'il y a une différence entre un besoin et une solution. Si le besoin n'est pas bien défini, toutes les étapes de la résolution de problème vont être sabotées.
Si tu as nommé le problème, mais quand tu l'as nommé, en réalité, c'était une solution, tu ne trouveras pas plusieurs solutions pour régler ton problème. Parce que tu as déjà nommé la solution. Si tu as nommé le besoin, tu vas trouver plusieurs solutions. Alors, voilà. Alors, il faut apprendre donc à distinguer les besoins des solutions et vous avez un petit tableau qui vous aide à faire ça, pour distinguer les besoins des solutions. Par exemple, faire une fête, faire une fête, ça m'apporte quoi? Ça me rapporte de rencontrer des amis. Le besoin, c'est de rencontrer des amis. Alors, imagine que tu arrives à la place où tu dis, bon, là, il faut régler le problème, puis le problème, c'est qu'il faut que je fasse une fête. C'est quoi la solution? Bien, c'est ça, il faut faire une fête. Après ça, il faut l'organiser. Maintenant, si mon besoin, c'est de rencontrer des amis, on peut faire une fête, on peut aller au restaurant, on peut aller au cinéma. Tout à coup, on a toute une série de solutions possibles. C'est ça. OK? Donc, si je nomme le problème, mais en réalité, c'est une solution, bien, je suis déjà bloqué au départ. Alors, pour démêler, pourquoi tu vas avoir ça? Ça sert à quoi de faire ça? Ça me permettrait de... voilà le besoin. Éteindre la télévision me permet d'avoir du temps tranquille. Que mon enfant se couche à la même heure que nous me permet que l'enfant, ça lui permet de se sentir inclus. Donc, on démêle et on départage les besoins et les solutions. Donc, est-ce qu'il faut trouver les besoins avant les solutions? Ah oui, s'il vous plaît. Parce que sinon... Exactement. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors, à un moment, dans la session 11, on va faire toutes les étapes pour résoudre un problème, une résolution de problème quand l'autre a un problème, puis c'est relié avec les besoins. On va toutes faire les étapes. Là, jusqu'à date, on essaie juste de nommer le problème. Imaginez, on est rendu à la session 9, on essaie juste de nommer le problème. Ça vous dit l'importance. Hein? Si tu n'as pas bien diagnostiqué, tu ne trouves pas le chemin pour traiter l'affaire. Donc, vous avez un exercice qui s'appelle « Distinguer les besoins des solutions ». Et vous avez une situation exemple qui va nous aider à le faire. Mon patron change souvent de procédure sans m'en parler. À cause de cela, je dois recommencer des travaux pour respecter les nouvelles procédures. Je perds du temps. Je lui ai fait part de mon problème et je lui ai demandé de m'informer à l'avance. Il m'a répondu qu'il fallait mettre à jour et améliorer nos procédures pour rencontrer les normes de qualité ISO. Mes besoins, connaître les procédures pour bien les appliquer sans perdre de temps, et le besoin de l'autre rencontre les normes ISO. Ma solution, lui demander de m'informer à l'avance, et sa solution, changer les procédures. Et là, on est en difficulté. Alors là, il décide d'écrire toutes les solutions possibles. Planifier ensemble les nouvelles procédures, me familiariser avec les normes ISO, avoir un seul exemplaire de procédure à jour sur l'informatique, consulter plus souvent les procédures. Donc, il y a toute une série de solutions possibles tout à coup quand on se met ensemble. OK? Donc, dans ce cas ici, son besoin, c'était de connaître les procédures et sa solution, c'était de lui demander de m'informer à l'avance. Alors, imaginez que le gars va voir son patron et il dit « Patron, mon besoin, c'est que tu m'informes à l'avance. » C'est sa solution. Son besoin, c'est de connaître les procédures. Son patron, il va avoir beaucoup plus d'idées. Si tu demandes au patron « Informe-moi à l'avance », il y a juste un chemin pour lui. Il faut qu'il l'informe à l'avance. Mais comme patron, peut-être que ça ne fait pas ton affaire, toi, dans l'informer en avance.
parce que lui-même ne le sait pas, parce que lui-même reçoit les procédures à la dernière minute, parce que toutes sortes de raisons. Mais si je lui dis, bon, besoin, c'est de connaître les procédures, le patron va dire, bon, attends, mais comment on peut connaître les procédures? Il y a différentes manières. Et là, on trouve une piste de solution qui convient aux deux. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. Pour réduire les dépenses du service, j'annule tous les abonnements à des revues. Et Jérôme m'a dit que j'ai tort de faire ça car il consultait les revues pour prendre des données statistiques. Alors, quels sont mes besoins à moi? Réduire les dépenses. Réduire les dépenses. Et le besoin de l'autre? C'est à consulter les revues pour statistiques. Obtenir des données statistiques, exactement. Alors, moi, puisque je veux réduire les dépenses, ma solution, c'était? Coupe revue. Coupe les dépenses. Coupe les dépenses. Puis, la solution de l'autre? Non, fais pas ça. Comment je vais avoir mes données? Ben, c'est comme il n'y en a pas de solution, lui aussi. Ouais. Lui, il coupe rien, il n'y a pas de solution au problème. Ouais. En tout cas, ben, coupe pas les revues. C'est-à-dire, C'est pas une solution. mon besoin à moi, c'est de réduire les dépenses, fait que je coupe les revues. Mon besoin à moi, c'est d'avoir des données statistiques, fait que je coupe pas les revues. OK? Bon. On a deux besoins, puis deux solutions contradictoires. Comment on va trouver une solution mitoyenne? Coupe le café gratis. Coupe le café gratis. Annuler les abonnements moins importants. OK? Ou des choses Oui. qui ne sont pas utilisées. OK? Trouver une autre source de données pour les statistiques. Trouver une autre source de données pour les statistiques. C'est bon, regardez sur Internet. Je suis de cette génération-là. Alors, Exprimer le besoin d'abord. L'autre, en plus, il ne savait peut-être pas que l'objectif derrière ça, c'était couper les dépenses. oui. Après qu'il le sait, peut-être qu'il va faire « Ah, ben regarde, on va regarder où on peut les couper ailleurs. » Oui. Alors, trouver d'autres postes budgétaires pour lesquels on peut couper les dépenses. OK? Ça pourrait être avoir le droit d'aller dans une bibliothèque une fois par mois. Et la personne va consulter ailleurs les mêmes revues. C'est possible. OK? Ça va? La deuxième situation, je trouve difficilement ce que je cherche dans l'atelier. Alors, je décide de réaménager la pièce et l'équipement. Mes collègues sont mécontents et ils me disent « Tu n'aurais pas dû toucher à ça. On ne trouve plus rien ici. » Ça me fait penser tellement quand ma femme vient dans mon bureau. Elle fait du ménage, lui, là, je ne me retrouve plus. Bon, mon affaire. OK. Alors, c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin? De retrouver ces choses. Que je me retrouve quand je me cherche. Ouais, c'est ça. OK. Bon, les deux, bon. Ouais. Dans les deux cas. Les deux cas. Dans les deux cas. Il y en a un que sa solution, c'était d'aménager les choses à sa manière. C'est ça. Puis l'autre, c'est de laisser ça comme ça, touche à rien, ça va bien. Refuser les réaménagements. Alors, quelle serait une solution? La solution pour un, c'est de réaménager les choses. Puis l'autre, lui, c'était de rien modifier. C'est ça, exactement. Quelle serait la solution possible? Ça Que les deux soient contents. Ça pourrait être de mieux identifier les endroits où il faut ranger les choses pour que chacun se retrouve plus facilement. OK. Identifier les endroits, en effet. Oui. Ou tout ranger ensemble. Ça peut être de demander un effort à chacun de ranger au lieu de lancer ça n'importe où quand ils ont fini. Demander un effort. Oui. Nous prenons un seul qui replace tout, les choses. Ça va être toujours à mes places. OK. On a désigné quelqu'un qui les range et qui les donne. Voilà. Oui, c'est bon. Moi, je me disais, ça peut peut-être aussi de se réunir en groupe et d'en parler. Et dire, ben là, on a un problème, tout traîne. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça traîne? Ça traîne moins. OK. Dans un endroit, moi, il y avait quelqu'un qui avait dessiné toute la forme des outils où il allait. Fait que là, OK, ça, c'est Negwin qui va là. OK, c'est bon.
Troisième situation, je ne pourrai pas répondre au téléphone demain de 16h à 17h. Je demande à Bertrand de venir me remplacer à mon bureau. Mais il ne peut pas venir à mon bureau car il doit travailler à un projet sur sa table de dessin. Quel est mon besoin ou mes besoins? Trouver un remplaçant pour répondre au téléphone. Ça, De c'est 16h à 17h. oui, assurer l'accueil, oui, OK, trouver un remplaçant. Et quel est le besoin de l'autre? Travailler sur la table à dessin. Oui. Alors, quelles seraient les possibilités pour résoudre ça? Possibles? Les solutions possibles. Trouver une autre personne pour remplacer. OK, à une autre personne. Déplacer le téléphone où il y a la table à dessin. Exactement. Transfère le téléphone, transférer les appels, Installer un répondeur. installer un répondeur, Tu mets ton message sur le répondeur. mettre le message sur le répondeur. Alors, dans les conflits de besoins, on a vu deux choses jusqu'à maintenant. Premièrement, dans les conflits de besoins, c'est très important de nommer le besoin. Et deuxièmement, c'est très important de saisir qu'il y a une différence entre les solutions et les besoins. Et la troisième, qui est de mon cru, là, c'est retenir son jugement. Retenir son jugement. C'est-à-dire qu'il y a un besoin en route, mais moi, si je peux retenir mon jugement. Tu sais, si je ne pourrais pas reprendre au téléphone, je demande à Bertrand de venir remplacer dans mon bureau, mais il ne peut pas venir à mon bureau. Mais si mon jugement, c'est « ouais, mais c'est ça, il n'est pas collaborateur. Non, il est entêté. Il veut toujours faire ça à sa manière. » J'ai déjà, dans ma tête, préformaté une étiquette que je donne à cette personne-là. Tu vois? Ça va être difficile de trouver un chemin, là, parce qu'on est déjà négatif par rapport à ce qui est en train de se passer. Puis on a déjà établi que voici comment elle est cette personne-là. On n'est pas du tout en train de l'écouter, là. OK? Donc, retenir son jugement, de me concentrer sur les faits, de ne pas me mettre ou d'imposer à l'autre ma pensée que qu'est-ce qu'il est, lui ou elle. Je nomme à sa place qu'est-ce qu'elle est. On sait bien, elle ne veut jamais rien faire. J'ai déjà fait ça. Aussitôt qu'elle répond, je ne sais pas si je vais être capable, on sait bien, elle ne veut jamais rien faire. Tu es déjà allumé, là, tu sais. Donc, se concentrer sur le contenu des paroles et particulièrement sur le besoin de l'autre plutôt. Alors, pour les travaux pratiques pour cette semaine? Bien, cette semaine, jusqu'à la prochaine séance, ça va être d'identifier votre besoin et ça va être d'identifier le besoin de l'autre. Est-ce que je serai capable de nommer le besoin de l'autre? Est-ce que je suis capable de nommer mon besoin? Bon courage! On continue? Je vous encourage à utiliser votre journal de bord. Vous avez des lectures et des travaux pratiques qui vous sont suggérés. N'hésitez pas à consigner vos observations personnelles, vos découvertes, vos expériences liées aux habiletés que nous cherchons à vous communiquer. Bon courage!